Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Transparence. Nous sommes dans Touche pas à mon compteur en compagnie de Maude Bigan. Bonjour. Et Benoît Buis, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on va parler électricité et panneaux photovoltaïques. Autonomie même. Autonomie, carrément. tout à fait. Oui. Voilà, oui, tout à fait. Dans une actualité sur laquelle on reviendra plus en détail la semaine prochaine, notamment une actualité avec de nouveaux incendies liés à Linky visiblement. Voilà, on en reparlera. Un centre commercial à Vénissieux qui a brûlé, voilà, suite à l'incendie d'un compteur Linky dans la partie de la pharmacie, un compteur qui venait d'être changé. Voilà, donc on y reviendra. Il y a peut-être pas mal de gens qui veulent éventuellement être autonomes au niveau du réseau. Et donc, pour cela, Benoît, qui est un spécialiste, va bientôt nous en parler en détail. Juste une petite parenthèse avant de démarrer. Voilà, la semaine prochaine, le mercredi 5 septembre, donc, nous vous invitons à venir soutenir Gérard Arion, donc de notre collectif, qui est donc assigné par Enedis suite à un barricadage de 4 compteurs que des personnes non bricoleuses lui avaient demandé de barricader sur la Vlanée. Et donc après moult reports, eh bien ce 5 septembre à donc 9h, donc je vous invite à venir pour 8h30 au TGI de Foix. À 9h donc cette audience normalement se tiendra enfin. Merci à toutes les personnes qui sont déjà venues plusieurs fois pour le soutenir et on les attend donc ce mercredi 5 septembre à 8h30 au TGI de Foix. Voilà. Alors, donc Benoît a eu la gentillesse de venir pour cette émission. Merci beaucoup. Merci de m'inviter. Voilà, donc Benoît est en fait un spécialiste de l'autonomie en électricité et en eau. Donc, avec une expérience de 9 ans maintenant en autonomie complète, hein, c'est ça, tu confirmes ? C'est ça, ça fait 9 ans qu'on vit en totale autonomie. En totale autonomie, eau et électricité. Eau, électricité, chauffage, eau chaude sanitaire, etc. Exactement. Et du coup, tu as développé une micro-entreprise qui s'appelle Permawatt et tu aides des personnes à faire des installations complètement autonomes, donc. Effectivement, parce que disons, notre habitat marche tellement mieux et beaucoup au-delà de nos espérances qu'on a décidé de transmettre le message, de dire aux gens que c'était parfaitement possible d'être autonome à 100%, aussi bien en électricité qu'en eau, qu'en chauffage, etc. Et donc de transmettre le message, en fait, les gens me demandent de faire des installations parce que c'est un peu technique, mais si c'est bien fait, ça fonctionne parfaitement. D'accord. Mais alors du coup, il y a plein d'idées reçues sur ce sujet et une des principales idées reçues, c'est très cher. Donc c'est-à-dire la majorité des gens se disent c'est complètement inabordable. Alors effectivement. C'est le prix d'une installation pour être autonome varie en fonction du nombre d'habitants et aussi du mode de vie des personnes. Grosso modo, on peut très bien devenir autonome dans un petit habitat pour 2 personnes, par exemple à partir de 3 000, 3 500 euros. Ça, c'est vraiment une petite installation. Et puis une installation moyenne pour une famille de 3 personnes avec, comment dirais-je, un habitat un peu plus conséquent, on est aux alentours de 7 000, 7 500 euros. Et puis après, un habitat encore plus complexe avec plus d'utilisation électrique, plus d'outillage, des choses comme ça. On peut monter jusqu'à 12 000, 15 000 euros, etc. Mais c'est vraiment une installation sur mesure. Chaque personne et chaque foyer a des habitudes de consommation qui sont différentes et donc il faut vraiment étudier ça en détail pour être sûr d'adapter l'installation à la bonne dimension pour éviter soit qu'elle soit trop petite et qui ne fonctionne mal, soit qu'elle soit trop grosse et donc trop onéreuse. Pour rien. Trop onéreuse pour rien. Et puis peut-être il y a une question de longévité des batteries aussi, parce que beaucoup de gens disent ah oui mais les batteries au bout de 2-3 ans peut-être il faut les changer et comme ça coûte très cher. Alors effectivement on entend beaucoup ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'installations autonomes qui sont mal dimensionnées, parce que c'est vraiment tout un art de faire ça. Il faut en fait pratiquer l'autonomie pour voir comment ça fonctionne, pour pouvoir dimensionner des installations. Et effectivement une installation qui est mal faite, au bout de 2 ou 3 ans les batteries au plomb en général seront à changer. Par contre une installation qui est bien faite, par exemple la nôtre, pour l'instant, ça fait bientôt 10 ans qu'on a nos batteries, elles vont encore durer 10 ans. Donc des batteries de bonne qualité, dites des batteries solaires, à des charges lentes ou des charges profondes, si elles sont bien utilisées, ça dure entre 20 et 25 ans.
D'accord. Bien utilisé, ça veut Bien- dire quoi? Alors, ça veut dire que on respecte un cahier de décharge, c'est-à-dire qu'on ne décharge jamais ses batteries trop profondément, Mhm. ou si par cause de météo défavorable, on est obligé de décharger les batteries plus profondément, on les recharge le plus vite possible Mhm. pour les régénérer et pour éviter qu'elles s'abîment. Et donc, s'il fait pas beau, on les recharge comment? Alors, dans toute installation photovoltaïque autonome, il y a toujours un groupe électrogène de secours qui fonctionne à l'essence ou au diesel, mais c'est un groupe de secours, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé que quelques fois par an pour évidemment recharger les batteries si jamais on était descendu trop bas Mhm. et pour éviter de les maintenir dans un état de décharge profond, si c'est ça qui abîme les batteries. Mhm. Alors à ce moment-là, on lance le groupe électrogène, mais si l'installation est bien faite, c'est quelques heures par an. Hein. D'accord. Je Tu nous donne donnes un repère, un ouais. petit repère. Nous, notre installation, cette année, le groupe a tourné 0 heure. D'accord. L'année dernière, elle a tourné 2 heures. Et l'année d'avant, où on avait franchement eu une météo très défavorable, il a tourné 17 heures. C'est-à-dire que j'ai consommé en tout 17 litres d'essence, Mhm. enfin 17 plus 2, 19 litres d'essence sur 3 ans Mhm. pour sortir mes batteries d'une mauvaise posture. D'accord. Voilà. Donc, c'est quand même raisonnable. C'est Et le très groupe raisonnable. électrogène, ça coûte cher ou- Alors, groupe électrogène, les gens pensent tout de suite groupe électrogène professionnel. Oui, alors un groupe électrogène professionnel coûte très cher, mais là, comme c'est un groupe qui va servir très peu, Mhm. un bon groupe semi-professionnel coûte entre 500 et 1000 euros. D'accord. Voilà. Et ça, c'est garanti 500 heures et ça fonctionne très très Et bien. on peut le partager avec d'autres éventuellement. Et en plus, chaque installation n'est pas obligée d'avoir son groupe. On peut avoir un groupe en commun pour plusieurs personnes. Et comme en général, les besoins sont pas toujours au même moment, Mhm. on peut se le prêter et recharger les batteries pendant 3 heures. Ensuite, le passer au voisin qui va recharger pendant 3 heures ses Mhm. batteries, etc. D'accord. Voilà. Un groupe doit fonctionner pour recharger les batteries, grosso modo, entre 3 et 5 heures, pas plus. D'accord. S'il faut 10 heures pour recharger les batteries, c'est mal dimensionné. D'accord. D'accord. Et les panneaux, alors, est-ce que ça dure longtemps, les panneaux? Alors, les panneaux, même chose, encore beaucoup de préjugés. Les panneaux, beaucoup de personnes confondent la garantie des panneaux, qui est de 20 à 25 ans, Mhm. sur la qualité de production des panneaux. Oui. Mais un panneau dure en moyenne entre 40 et 50 ans. Ah oui. C'est-à-dire que moi, nos panneaux, ma compagne et moi, quand on les a achetés, on va mourir avant qu'ils arrêtent de produire. D'accord. Donc, voilà. On vous le souhaite pas que ça arrive trop tôt, mais Mais ça arrivera, de toute façon. de toute façon. Voilà, et donc c'est grosso modo 50 ans, ça perd 0,5% de capacité de production par an. Donc en 10 ans, ça va perdre 5% de capacité de production, en 20 ans 10% et en 40 ans 20%. D'accord. Donc ça reste, si je vous propose une voiture qui au bout de 40 ans aura seulement 20% de performance en moins, On achète tout de vous suite. allez l'acheter tout de suite et vous la D'accord. gardez 40 ans. Voilà. Mais qu'est-ce qui peut abîmer les panneaux alors du coup? Alors, La la seule, grêle ou- Voilà, la seule chose qui peut abîmer les panneaux actuellement, parce que maintenant ils ont fait beaucoup de progrès et puis ils sont vraiment très performants, c'est vraiment la grêle. Mais il y a un gros avantage dans l'autonomie, c'est qu'on incline nos panneaux à une inclinaison qui est en France aux alentours de 60 degrés Mhm. pour optimiser la production en hiver, parce que c'est là où les journées sont les plus courtes et il y a moins de soleil. Mhm. Et ça, l'avantage double, c'est que étant très incliné, l'impact de la grêle sur un panneau qui est très incliné verticalement, eh bien, est pratiquement 2 à 3 fois moins percutant qu'un Mhm. panneau posé à plat sur une toiture. Sauf que si justement tu le mets sur ta toiture, tu n'as pas cette marge Alors, de manœuvre là. Voilà, là aussi, l'inconvénient de poser les panneaux sur la toiture, c'est que les toitures en France sont inclinées grosso modo à 18 degrés ou 33% de pente. Mhm. Conclusion, c'est très bon pour produire de l'électricité en été, Ah. mais très mauvais en hiver, D'accord. parce que le soleil est très bas. Conclusion, au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire en hiver, c'est là où les panneaux produisent le moins. Donc tu il faut- recommandes de ne pas les donc- mettre sur le toit. Donc je recommande, dans la mesure du possible, de ne pas les mettre sur le toit pour accès facile, entretien facile, la neige. nettoyage facile, Ouais, la c'est ça. neige. On peut déneiger facilement avec un simple balai, Mhm. ce qui est très avantageux. Par contre, si les personnes sont obligées de le mettre sur le toit pour une question de réglementation, il faut absolument les incliner, mettre des supports pour les réincliner plus verticalement pour D'accord. gagner en production l'hiver. Ça peut être aussi une question de place. Les gens qui n'ont pas de jardin, par exemple. Ça, exactement, Mhm. oui. Mais Mhm. donc en fait, c'est possible, tout est possible. D'accord. Mais il y a des règles à respecter Mhm. et il faut vraiment ne pas déroger à ces règles, sinon l'installation fonctionne mal. D'accord. Et après, on dit que le photovoltaïque autonome ne fonctionne pas, Ne alors marche que pas, ça ouais. marche
marche très bien. D'accord. Alors, il y a des gens qui peuvent se dire aussi, oui, mais du coup, on doit être extrêmement économe. Il y a peut-être plein de trucs dont on va devoir se passer. En fait, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut pas avoir dans une installation électrique? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas possibles? Et finalement, est-ce que, au contraire, on peut sinon vivre assez normalement avec les appareils qu'on a? Alors là aussi, beaucoup de préjugés. C'est pas parce qu'on est en autonomie photovoltaïque qu'on retourne à l'âge de pierre. Ma compagne et moi, on vit normalement. On a tous les accessoires d'un habitat classique. Pour faire vite, on a des ordinateurs, on a un congélateur, on a un frigo, on a de l'éclairage, on a un atelier complet, perceuse à colonne, fraiseuse, tour, fendeuse de bois, tronçonneuse, poste à souder et même une micropelle hydraulique qui fonctionne à l'électricité solaire. Donc en fait, on peut vivre normalement en autonomie électrique, avoir une vie normale. Il y a deux conditions. C'est d'avoir le chauffage, évidemment le chauffage de l'habitat qui n'est pas par ce qu'on appelle des radiants ou des chauffages électriques, parce que là ce sont des énormes consommateurs. Oui, bien sûr. Et il faut réserver l'usage de l'électricité photovoltaïque pour des usages dits nobles, c'est-à-dire tout ce qui est moteur, électricité, ordinateur. Pas pour chauffer, quoi. Pas tout pour simplement. chauffer, voilà. Et puis aussi ce qu'on appelle l'eau chaude sanitaire, qui est aussi le plus gros consommateur dans une maison traditionnelle, c'est le cumulus, le fameux cumulus, qui consomme jusqu'à 5-6 kWh par jour sans même avoir tiré une goutte d'eau. C'est juste pour maintenir l'eau chaude dans le cumulus. Alors qu'un frigo, c'est 300 Alors un 300 frigo, watts, on est à environ 300-350 Wh par jour. Ouais. Donc c'est 12 à 15 fois moins qu'un cumulus. D'accord. Voilà. Donc pas de limite, sauf donc chauffage de l'habitat et eau chaude. Faites autrement que par l'électricité. D'accord, donc Voilà. ça c'est important. Mais quand tu nous décrivais là tous les appareils que vous avez, toi tu aurais une installation à 3000, à 7000 ou à 15000 en gros? Alors moi, grosso modo, j'ai plutôt une installation dans la dernière fourchette, on va dire, elle vaut actuellement 12 000 euros. D'accord, Voilà. ok, ça donne une idée. Ça donne une idée, mais vraiment, on est en surproduction en été. On pourrait même avoir une climatisation, même si c'est pas dans un esprit écologique, mais Oui, on pourrait j'allais dire. très bien avoir une climatisation l'été. D'accord, Voilà. d'accord. Voilà. Mais alors du coup, votre situation, par exemple, si tu prends une personne qui va mettre 3000 euros par exemple, quelqu'un qui a une nouvelle maison, on lui dit, Enedis lui dit, c'est Linky ou rien, si vous voulez votre compteur de chantier changé, et bien à ce moment-là, la personne décide de rajouter au pot pour devenir autonome. Et elle a 3500 euros. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir allumer avec ça? Alors pour 3500 euros, disons dans une région Tempérée, quoi. voilà, tempérée en France, on peut très bien avoir donc tout l'éclairage, toutes les lumières, Oui. évidemment, parce qu'on passe tout en LED. Ensuite, on peut avoir un réfrigérateur, Mhm. on peut avoir un ou deux ordinateurs, une Livebox évidemment. Enfin bon, c'est pas très écologique une Livebox. Bah oui, mais de nos jours, ça devient Voilà. Mais indispensable. voilà, en fait, on peut avoir aussi des petits outillages, un petit atelier, mais à condition en fait, c'est un mode de vie qu'il faut légèrement changer. C'est-à-dire que traditionnellement, on lance les machines à laver la nuit parce que le compteur, l'électricité coûte moins cher. Quand on est en autonomie, c'est tout l'inverse. Bien sûr. On lance la machine à laver ou on lance le lave-vaisselle, etc. Dans la journée, au moment où il fait beau. Et on reporte des consommations. Si par exemple il fait pas beau, eh ben on se dit voilà, la machine que je voulais faire aujourd'hui, il pleut, eh ben je la ferai demain parce que demain il fera beau. Ouais, mais justement, des fois demain il fait pas beau. Là en Ariège cette année, par exemple, on a eu un temps absolument pourri. Toi, t'étais peut-être pas en Ariège cette année, mais je vais te dire, voilà. Mais on se disait, ceux qui sont en photovoltaïque, est-ce qu'ils vont réussir à recharger leur batterie? J'ai un exemple intéressant, c'est que nos voisins, sur lesquels j'ai refait une installation, ils avaient une installation qui marchait pas très bien, je l'ai entièrement refaite. Eh bien, c'est pas de chance, c'était l'année la plus catastrophique au point de vue météo en Ariège. Eh bien, ils ont passé l'année sans aucun problème et ils ne sont pas descendus une seule fois en dessous de 90% d'état de charge des batteries. C'est-à-dire que les batteries n'ont jamais été déchargées à plus de 10%. D'accord. Alors, ce sont des gens qui ont pris juste l'habitude de gérer leur installation. C'est juste une habitude. Il y a un petit apprentissage qui est très facile et qui devient après très ludique. Ça devient vraiment même passionnant de gérer, de voir combien on a produit, combien on a consommé dans la journée. Et je voudrais rajouter une chose importante, c'est que l'autonomie, quand on passe en autonomie, que ce soit électrique ou eau chaude, etc., ou en eau, on devient naturellement économe, sans même avoir d'effort à faire. C'est que quand vous
produisez votre nourriture, vous faites attention à ce que vous jetez. Et ben, quand vous produisez votre électricité, vous produisez votre eau, c'est pareil, vous ne gâchez plus votre eau. Il n'y a pas juste le bouton à appuyer ou juste le robinet à ouvrir. C'est, voilà, on prend conscience, c'est juste une prise de conscience, sans aucun perte de confort, sans aucune perte de confort. Donc en fait, il y a une responsabilisation vraiment importante au niveau écologique aussi. On devient acteur. D'accord. Mais tu me parlais d'écologie là tout à l'heure. Les batteries, c'est peut-être pas très écologique non plus, non? Alors là aussi, beaucoup de choses circulent. Les batteries et les panneaux sont recyclables à 95% grosso modo et tout en France. D'accord. Les batteries sont recyclées dans une filière et les panneaux sont recyclés dans la filière PV cycle, c'est-à-dire que les panneaux usagés sont recyclés, refondus et on refait des nouveaux panneaux avec. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est quand même assez écologique. C'est très écologique et les batteries qu'on achète en général sont fabriquées déjà avec 70% de plomb recyclé. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, en ce qui concerne la réglementation, est-ce qu'il y a des limites? Parce que là, on a vu beaucoup d'actions, même des fois du démarchage, de personnes qui se faisaient appeler plein de fois par jour pour poser des panneaux photovoltaïques pour 10 ans avec un contrat, avec la réinjection, voire des gens qui vont être en autoconsommation et qui réinjectent le surplus, qui sont toujours connectés finalement. Dans ce cas-là, ils ont besoin d'un compteur Linky. Rappelons-le, il y a des personnes qui m'ont contacté en étant un petit peu écœurés parce que justement ils se sont lancés dans le solaire en pensant qu'ils pourraient ne pas avoir de compteur Linky. Même des fois les installateurs leur ont promis que c'était possible. Et finalement quand ils installent, on leur dit non, Enedis leur dit c'est Linky, c'est point barre. Quoi. Voilà. Donc du coup ils sont écœurés et ils cherchent à peut-être devenir complètement autonomes. Est-ce qu'il y a une réglementation stricte? Alors je crois que avant de répondre à la réglementation, il faut vraiment différencier. Il y a vraiment trois catégories. Soit l'installation photovoltaïque avec revente totale à EDF, soit l'installation dite en photovoltaïque en autoconsommation, c'est-à-dire qu'on produit l'électricité, on consomme une partie de ce qui est produit et le surplus est réinjecté dans le réseau, soit l'installation autonome. Ça, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Alors, tout ce qui est installation connectée à EDF, évidemment, ne vous dispense pas de Linky. On est bien d'accord. Oui. Ça n'est pas du tout, même s'il y a des installateurs qui promettent monts et merveilles, en fait, c'est souvent, entre guillemets, on va dire, une arnaque. Voilà. Par contre, l'autonomie, effectivement, c'est un moyen, si vous passez en autonomie, c'est un des moyens d'éviter le compteur Linky, d'échapper au compteur Linky. Et là, il n'y a pas de réglementation particulière? Il y a des réglementations. Grosso modo, pour faire très vite, si vous avez une installation de moins de 3 kW, crête, c'est-à-dire la surface des panneaux, la puissance maximum des panneaux. Pour vous donner un exemple, nous, on a 2,2 kW, crête, donc on est en dessous. Moins de 3 kW et moins de 1,80 m de hauteur par rapport au niveau du sol, vous faites ce que vous voulez chez vous. Personne ne peut vous interdire de produire votre électricité et de la consommer. Au-dessus de 3 kW crête et 1,80 m de hauteur, et bien là, on tombe déclaration de travaux et on tombe dans une réglementation qui est un peu plus contraignante, mais ça dépend du plan local d'urbanisme ou du POS, plan d'occupation des sols. Là, il faut voir la mairie. Déclaration de travaux. D'accord, si on habite à côté du château. Voilà, c'est ça. Mais en dehors de ça, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. D'accord, bon, c'est pas mal. Et donc, avec tous les appareils dont tu nous as parlé tout à l'heure, vous êtes déjà en dessous de 3. Exactement. Malgré tous les appareils qu'on a, on est dans la catégorie où on n'a pas de réglementation, on fait ce qu'on veut parce qu'on s'est arrangé pour qu'il y ait moins de 3 kg et moins de 1,80 m. D'accord, ça marche. Voilà. Et au niveau écologique, puisqu'on parlait de ça, il y a aussi l'aspect santé. J'ai cru entendre que les onduleurs généraient de l'électricité sale, d'une sorte de dirty electricity, un petit peu comme un Linky plus. Alors, est-ce que ça serait pas tombé de Caribe dans ce île-là? Comment on peut éviter ça? Alors, effectivement, les convertisseurs, donc ce qui transforme le courant de 24 volts ou 48 volts, le courant continu stocké dans les batteries en courant alternatif pour pouvoir l'utiliser dans nos appareils électroménagers, et ce qu'on appelle un convertisseur. Et ben le convertisseur, effectivement, c'est un convertisseur haute fréquence qui produit un courant pollué. Alors, il existe quelques convertisseurs qui sont déjà filtrés en sortie d'usine, mais sinon le but c'est de rajouter un filtre qui va filtrer les parasites. Voilà, pour obtenir un courant propre. Donc là, effectivement, je conseille de filtrer le courant pour avoir un courant propre. Et alors, je crois que tu avais testé avec un filtre Graham Stetzer à 60 €, c'était pas trop mal. Alors, on avait fait des tests, effectivement, avec un filtre à 60 €, on a éliminé, disons, de 75% mais c'était pas encore parfait. Il faudra aller plus loin. On est dans l'étude pour fabriquer des filtres efficaces et peu onéreux. Et peu onéreux. Là, 60 €, c'était correct. Quand même. Voilà. Mais il y a moyen, en fait. C'est pas du tout un problème technique. Il faut trouver le bon compromis entre le prix
et l'efficacité. D'accord, très Voilà. bien. Bon, bah, c'est très intéressant tout ça. Donc en gros, si on peut te donner le mot de la fin, déjà, quelles seraient les possibilités de te joindre pour avoir plus de renseignements? Et puis, si tu avais un conseil à donner aux gens sur une erreur importante à éviter ou quelque chose à faire. Alors, le conseil que j'ai à donner aux gens, c'est que l'autonomie, chez chaque personne, chaque foyer a un mode de vie et des habitudes, des consommations très particulières. Donc, une installation autonome ne s'achète pas en kit. Ça se dimensionne. Il y a toute une étude. Il faut discuter avec les gens, travailler. Moi, je passe plus de 9 heures de discussion avec les gens pour dimensionner leur installation. Le mode de vie est très important. D'accord. Donc, pas d'installation préfabriquées qui sont de toute façon à côté de la plaque. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le conseil primordial. Et pour te joindre alors? Et pour me joindre, eh bien, soit mon numéro de téléphone, soit mon mail. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 89 02 25 32. Tu peux le redire? 06 89 02 25 32. D'accord. Et le mail, bah, c'est permawatt, PERMAWA2T, @gmail.com. D'accord. permawatt@gmail.com. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Merci Maude. Et peut-être à une prochaine émission. J'espère. Merci, à bientôt. Merci.